Le dictionnaire amoureux de l'Afrique, c'est le titre du livre que vient de publier chez Plomb, Hervé Bourges. Le journaliste a marqué le paysage audiovisuel français puisqu'il a été à la tête de plusieurs chaînes du service public. Hervé Bourges, bonjour. Bonjour. 866 pages au cours desquelles transparaît votre attachement à ce continent que vous avez découvert à l'occasion de votre service militaire en Algérie à l'âge de 23 ans. Quel souvenir vous gardez de ce premier contact ? Un contact assez difficile parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. J'étais appelé à mon service militaire. J'ai fait 30 mois en Algérie, 30 mois, deuxième classe, alors que je devais faire les EOR, les écoles d'officiers, mais j'étais fiché par la sécurité militaire parce qu'opposé à la guerre d'Algérie. J'avais écrit des articles contre la guerre d'Algérie dans les années 56, 58, et je suis parti. Ma première impression, c'est une impression physique. J'étais malade comme un chien sur le bateau de la ville d'Alger qui m'emmenait de Marseille à Alger. J'étais dans la cale avec la troupe, les sous-officiers, les officiers étaient un petit peu plus haut. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Algérie, ma première vision d'Alger, ce magnifique baie d'Alger. J'en ai même pas profité tellement j'étais malade. Alors en 1980, vous avez coécrit avec Claude Vauthier Les 50 Afriques, Oui. où il était question de décolonisation et du nationalisme. Il était question vraiment Des jeunes nations africaines. État par état, de leur histoire, de leur géographie, de la civilisation qui y était, des gens, etc. C'était un travail, si vous voulez, assez érudit et sans parti pris, mais tout de même, je montrais bien les évolutions. Et c'est Joseph Kizerbo, je voudrais le rappeler ici, qui a écrit la préface. Oui, alors 37 ans après, est-ce que vous êtes surpris par l'évolution qu'a connue le continent africain ? Ben oui, alors il y a eu bien sûr le livre de René Dumont, vous connaissez, L'Afrique est mal partie. Bon, si on veut parler aujourd'hui de l'Afrique, je ne verrai pas ça. Je ne suis pas un afro-pessimiste, je ne suis pas non plus un afro-optimiste, je ne suis pas béat, hein. Mais je suis quelqu'un qui a connu l'Afrique de l'intérieur. Si vous voulez, ma différence avec d'autres qui sont sûrement plus savants, des historiens, des géographes, et des gens qui ont étudié les sociétés africaines, y ont pénétré, y ont vécu. Moi, j'ai vécu à l'intérieur, que ce soit en Algérie ou que ce soit en Afrique. J'ai connu la population des brousses, des villes, et si j'ai connu les chefs d'État, j'ai connu aussi les opposants, j'ai connu la société civile et puis les artistes. Et les artistes. Alors arrêtons-nous un peu sur les chefs d'État. Vous consacrez plusieurs pages aux chefs d'État que vous avez rencontrés. Il y en a une quinzaine. Hein. Ça va d'Ahidjo à Biya, en passant par Diouf, Bouteflika, Ben Bella, Houphouët-Boigny, hein, Bourguiba. À l'exception de Biya et de Diouf, hein, tous les autres ont dirigé leur pays au lendemain des indépendances. C'était un sacré pari quand même. Oui, c'était un sacré pari. C'était une Afrique et une indépendance qui a été octroyée par l'intelligence de Gaulle, qui s'est rendu compte que il fallait faire évoluer ces pays qui étaient dans le giron français. Il faut dire aussi que la guerre d'Algérie a beaucoup aidé, parce que la résistance algérienne au colonialisme français a été quelque chose de perçu en Afrique, dans toute l'Afrique, comme un élément moteur. Et ça a accentué le déclenchement. La preuve, c'est que les pays africains sont devenus indépendants en 60, et l'indépendance de l'Algérie, ça a été en 62. Donc tout ça est parallèle. Et j'ai connu à l'époque tous ces chefs d'État qui étaient encore beaucoup sous influence française, qui n'était pas nécessairement une mauvaise influence, mais enfin qui l'était. Il y avait quand même un personnage, Jacques Foccart, que tout le monde connaît, qui a été quelqu'un qui, auprès de Gaulle et de Pompidou, était le véritable ministre, je dirais, de la coopération avec les États africains. Alors j'ai connu des chefs d'État qui aussi avaient joué dans la République française un rôle. Il faut quand même savoir que Senghor et Houphouët étaient des députés. Senghor et Houphouët étaient députés, étaient ministres. Houphouët-Boigny a été ministre d'État. Houphouët-Boigny est l'un de ceux qui ont participé à la rédaction de la Constitution française de 1945, il faut le savoir. Donc ce sont deux personnages parmi d'autres qui ont joué un rôle et qui se sont retrouvés tout à coup à la tête de leurs États, et je dirais pas imposés. Ils ont, je dirais, les pays étaient tellement heureux d'accéder à l'indépendance que, puisque vous prenez ces deux-là, Houphouët et Boigny et Senghor,
non seulement ils ont été acceptés, mais ils ont été élus, disons, d'une façon démocratique. Plusieurs fois, Ce qui a d'ailleurs, été par le la cas. suite. Alors, au Sénégal, c'est un exemple presque unique en Afrique, puisque Senghor a décidé de se retirer à un moment, que c'est Diouf, son Premier ministre, qui est Qui lui a venu, succédé. et puis que Diouf a fait 3 mandats et a été battu au cours de son 3e mandat par M. Wade, a immédiatement passé les relais. Donc c'est un exemple extraordinaire. Houphouët est resté aussi un peu par la force des choses et par sa volonté. Il se voyait président à vie. Il y a Giscard d'Estaing qui une fois lui a dit il faut penser à l'avenir. Et Houphouët-Boigny m'avait dit aussitôt mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je m'en aille? Bon. Puis il y a également les artistes dont vous saluez le talent, un talent aujourd'hui qui est mondialement reconnu, puisqu'on voit l'engouement des galeries pour l'art contemporain africain. Vous pouvez que vous en réjouir. Africa Remix, oui, bien sûr. J'ai été peut-être le premier à dire voilà l'art africain qui a été longtemps mis de côté. Ça n'existait pas. Au départ, Picasso disait l'art nègre, qu'est-ce que c'est? Alors qu'il s'en est inspiré. Alors qu'il s'en est inspiré complètement. Aujourd'hui, il y a même une exposition Picasso et l'Afrique au musée Branly, comme vous le savez, au musée Jacques Chirac. Et donc, il y a eu. Et aujourd'hui, nous avons mais des multitudes d'expositions. Vous avez vu que Bernard Arnault est en train d'organiser une grande La Fondation Louis exposition, Vuitton la Fondation également. Vuitton, etc. C'est maintenant, en plus, les œuvres d'art africaines sont payées très cher sur le marché, alors qu'auparavant, on prenait ça pour de la pacotille. Je dirais même qu'à un moment, c'est Chirac qui s'est beaucoup investi dans l'Afrique et qui, on peut penser ce qu'on veut de lui politiquement, mais a été quelqu'un qui a été imprégné par l'âme africaine et qui a voulu qu'il y ait un musée africain. Et quand il y a eu même de gros problèmes avec le président du Louvre, qui prenait les arts africains pour des arts mineurs. Bon, alors ça a avancé. De même, dans la musique, la musique française est aujourd'hui traversée par la musique afro-américaine et où l'Afrique joue aujourd'hui un rôle exceptionnel. Alors B comme Boko Haram, qui sème la terreur depuis quelques années, notamment en Afrique centrale. Comment l'Afrique peut-elle aujourd'hui mettre un terme, venir à bout de cet intégrisme religieux qu'elle découvre? Parce que même l'islam, notamment l'islam au Sénégal, a toujours été un islam très modéré. Très modéré, avec les moïdes et tidjanes, c'est évident. Que c'est pas du tout le même islam que l'islam qui est pratiqué en Arabie Saoudite, au Qatar ou dans d'autres pays et qui n'a rien à voir avec les fondamentalistes qui sont devenus d'horribles criminels, strictement rien à voir. Mais les choses peuvent évoluer, on le voit. Boko Haram est actuellement au Nigeria, dans le Sahel, au Cameroun, dans le Nord Cameroun et fait des ravages. Au Cameroun non plus, c'est un islam tout à fait tempéré, très bien reconnu et qui vit en harmonie avec les catholiques et avec ceux qui ne croient à rien. C'est important, mais au Maghreb, l'islamisme gagne du terrain. Vous savez, l'Algérie, qui m'est chère et que je connais bien, a vécu dans les années 90 les 10 années noires où tout à coup, par le suffrage universel, il faut qu'on ait ça aussi bien en tête, c'est que très souvent les régimes fascistes, ce fut le cas d'Hitler, ou les régimes fascistes religieux peuvent intervenir par le vote. Ce sont les islamistes qui ont emporté les élections en Algérie, et c'est l'armée qui s'y est opposée. Et il y a eu ensuite 10 années noires. Vous savez combien de morts? On ne le dit pas souvent, 200 000 morts. 200 000. Des artistes, des journalistes, 18 journalistes ont été exécutés. Les islamistes s'en prenaient notamment, non seulement aux cadres, mais aussi à ceux qui pensaient de façon libre, comme un Kateb Yassine. Je me souviens toujours de Kateb Yassine, disant que, magnifique francophone, disant la langue française c'est un butin de guerre, mais me disant à moi, je m'en souviens encore aujourd'hui, quand un décret avait été pris au lendemain de l'indépendance en 1963, à l'initiative de Kider, qui était le responsable du parti FLN, interdisant l'alcool aux musulmans, nous nous retrouvions 2 ou 3 fois par semaine dans un café qui se trouve dans le centre d'Alger, et je demandais une bière, et Kateb Yassine dit au serveur, moi aussi je veux une bière, je veux de la bière, je veux du vin,
Et le serveur lui regarde, lui dit Kateb, monsieur Kateb, je suis embêté. Mais vous savez, il y a un décret qui est sorti, pas d'alcool pour les musulmans. Il lui a fixé droit dans les yeux et lui a dit qui t'a dit que j'étais musulman? Alors, D'histoires comme ça, mais je dis il faut faire très attention. Faire très attention, ne négligeons pas, nous avons négligé les musulmans, nous avons négligé l'islam. D'abord, on ne comprenait rien à l'islam. Les musulmans qui vivent chez nous, on les a traités comme on le sait, et ça donne ces résultats. Je ne dis pas que c'est nécessairement le résultat majeur, mais ça y contribue beaucoup. Dans les pays africains, il est certain que le fondamentalisme religieux trouve un terrain favorable dans la dictature, dans l'absence d'état de droit. Quand il n'y a pas d'état de droit, quand il y a des inégalités sociales, et Dieu sait si ça existe encore aujourd'hui en Afrique. Alors, je crois que certains l'ont parfaitement compris, et je souhaite vraiment que ce phénomène qui va être un phénomène long, il ne faut pas croire que les choses vont se régler du jour au lendemain, pas plus ici que dans d'autres parties du monde et en Afrique en particulier. Alors F comme francophonie, dont vous êtes un ardent défenseur, à l'inverse des élites françaises qui s'en désintéressent, est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, c'est un vrai problème. Vous savez, au départ, ayant été un militant anticolonialiste, je me disais, au fond, la langue française, on l'a imposée, c'est un des éléments de l'impérialisme. Et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette langue d'abord est une langue partageuse, c'est une langue du savoir, c'est une langue d'une très grande richesse, alors que l'anglais n'est pas une langue d'une grande richesse, surtout l'anglais qu'on parle, hein, qui n'est pas la langue de Shakespeare. Et cette langue, ceux qui s'en sont saisis ou à qui on l'a imposée, la défendent mieux que les Français. En font une richesse, et nous avons aujourd'hui des écrivains magnifiques dans toute l'Afrique et qui nous font un peu honte, nous qui ici sommes contents de balbutier le globish. La contradiction d'ailleurs, c'est que nous avons négligé le français ici pendant que les Africains le parlent mieux que nous. Vous savez, on parle mieux. Il y a plus d'Algériens qui parlent français aujourd'hui que d'Algériens qui parlaient français du temps où l'Algérie était l'Algérie française. Il faut le savoir, ça. Et ça, c'est très important. Ben, il faut savoir aussi que des Chinois, des Turcs, des Indiens, qui bien maintenant sont en Afrique parce qu'ils sont installés, vous savez, il n'y a pas que la France maintenant, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, il y a toute une série de grands pays, et ben, ils apprennent le français quand ils viennent en Afrique francophone, parce que pour faire des affaires, ben, ils veulent parler français. Hervé Bourges, merci. Merci à vous.